Merci à tous de nous retrouver. Je vois qu'il y a des personnes qui nous suivent, depuis, quelques webinaires et ça, c'est vraiment chouette de voilà, d'être là avec nous. On a des personnes aussi qui sont dans nos différents, groupes de supervision qui sont là avec nous ce soir. Donc, merci les filles, d'être là, de nous soutenir dans ce que nous développons. Donc moi je suis, enfin je crois que tout le monde me connaît à peu près. Au niveau de l'école intégrative, je suis la présidente. Je vais œuvrer ce soir avec, 4 autres de mes collègues. Donc, Jean-Luc, que vous connaissez, passionné et passionnant, qui va être l'expert et l'animateur, de la thématique, que nous avons, ce soir. Damien qui lui, œuvrera en qualité de modérateur, facilitateur, technique, pendant la soirée et puis également qui relaiera auprès de Jean-Luc, les messages, les questions que vous mettrez dans le chat. Et puis, Martine qui est aussi avec nous, qui interviendra au gré, de ce qui viendra pour elle, au cours de ce webinaire. Et puis d'habitude, on a la chance d'avoir Ali, mais Ali a une intervention et avait pas mal de route, pour se rendre sur son lieu d'intervention de demain. Donc il ne pour je crois qu'il nous entend, qu'il nous suit, mais par contre, il pourra pas, intervenir. Voilà. Donc, je vous souhaite une, belle soirée, un bon webinaire avec nous ce soir, sur la thématique, de la communication, non verbale et sa place dans, la posture, d'intervenant, d'accompagnant. Et je donne, la parole à Damien qui va nous donner un petit peu les règles du jeu pour ce webinaire. Eh bien, bonsoir à tous. Merci Agnès pour cette introduction. Comme Agnès vous l'a déjà précisé, le webinaire sera enregistré. On le retrouvera sur notre chaîne YouTube. Je vous ferai un mail dans les prochains jours pour ceux qui veulent accéder au replay. Aujourd'hui, au niveau de la présentation, on a prévu, comme d'habitude, des moments spécifiques pour les questions et pour les interactions. Ce que je vous propose, c'est de mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent ou éventuellement de les garder pour ces moments-là comme vous le souhaitez. En tout cas, dans le chat, elles seront lues et transmises. Et pendant les périodes de présentation de Jean-Luc, si vous avez possibilité de maintenir votre micro fermé, je pense que c'est pas encore l'idéal. Et je vous souhaite à tous de passer un très bon moment, une très bonne soirée. Et à toi, Jean-Luc. Bien, merci. Bonsoir à nouveau à chacune et chacun, parce que bon, je l'ai fait un petit peu individuellement tout à l'heure. Donc ce soir, nous avons choisi le thème de la place de la communication non verbale ou de la dimension non verbale dans nos interventions. Voilà. L'objectif, c'est de comprendre l'importance de cette dimension-là et d'expliquer en quoi ça s'inscrit dans l'approche intégrative et relationnelle. Et donc, voilà, si on prend quelques points clés, ce sera comprendre le non-verbal, calibrer, synchroniser. Et puis, l'idée, c'est d'aller vers une communication profonde et authentique dont nous reparlerons tout à l'heure. Voilà. Euh, petite, euh, petite introduction sur la thématique. En, je dirais, en préparant ce séminaire, ce webinaire tous ensemble, à un moment donné, j'ai fait un peu le vieux combattant, ce qui est quand même un peu mon cas maintenant. Et je me replongeais dans mes années de fac. Et à l'époque, on était plutôt, je travaillais plutôt en psychanalyse lacanienne, vous voyez. Et arrive un prof qui arrive de Palo Alto et qui nous parle d'un certain Paul Václavic et qui nous fait prendre conscience à l'époque que voilà, Paul Václavic parle d'un rapport 60-40 dans un ouvrage qui s'appelle Une logique de la communication, qui paraîtra d'ailleurs seulement une année plus tard, parce que c'était en 78. Et là, l'ensemble des étudiants, moi compris, on est un peu tombé de notre chaise en disant, c'est quoi ça, c'est pas sérieux, etc., etc. Et puis, voilà, plus je travaille dans ce domaine et plus j'allais dire presque tous les 10 ans, ça a pris 10%, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque d'autres auteurs à l'époque
avait déjà montré que la communication, on y reviendra tout à l'heure, la communication non verbale était bien plus importante que ça, euh, même si moi, je me référais plutôt à l'époque à Václavic. Et donc, en réalité, l'idée, c'est que cette compétence de prise en compte de la communication non verbale, c'est quelque chose de clé. Et que je sois coach, que je sois thérapeute, que je sois intervenant, facilitateur de changement, allez, pour moi, c'est important et c'est une compétence importante à développer. On pourrait même dire que je sois dirigeant, manager aussi. Bravo. Et même mari et femme. Allez. Ou ami. Voilà. En fait, c'est un point clé dans la vie, dans notre vie. Et donc, si on regarde, déjà dans un premier temps, l'idée, ben, c'est de comprendre le non-verbal. Et donc, si on regarde quelque chose ben, qui, justement, dès cette époque-là, finalement, était présent, eh bien, on peut voir que le verbal pur, si on en croit ses auteurs, c'est 7% de la communication. Ça veut donc dire que le reste, c'est 93%. Et on distingue du coup de modalités dans le non-verbal, ce que ces auteurs appellent le paraverbal, et qui serait composé du rythme de la voix, du timbre, du volume, de la force, de la rapidité, de la mélodie, etc., de tout ce qui touche à la voix. Et puis, un autre élément qui est donc le, entre guillemets, non-verbal pur, qui serait donc la respiration, la position, les mimiques, les postures, les micro-gestes, etc., etc. Et donc, on l'a un petit peu représenté ici sur nos petits schémas, toujours bien recherchés par notre amie Agnès, qui a de grands talents dans ce domaine-là, à propos de la voix, à propos du regard, à propos de la gestuelle, à propos des postures. Et vous voyez que moi-même, je suis en train d'avoir des gestes pour vous parler ce soir. Et donc, toutes les micro-expressions qui sont représentées par ces jolis petits, c'est des smileys, enfin, ces petits personnages, voilà, que vous verrez en haut et à gauche de l'écran. On, on ajoutera tout à l'heure, et je pense que ça fait vraiment partie, je crois, de mes spécificités. Alors là, je parle de moi, du coup, à cette fois-là, par rapport à mes études parallèles à la psychologie, j'y reviendrai tout à l'heure. Et moi, j'ai ajouté d'autres choses dans ce domaine du non-verbal. Voilà. Alors, ce non-verbal, il vient d'où? Ben, il vient en fait du rapport entre nos sens, voilà, que sont ce qu'on voit avec nos yeux, ce qu'on entend avec nos oreilles, alors ce qu'on sent avec nos mains, mais aussi avec notre nez, avec l'olfactif, hein, mais avec nos émotions, nos sensations, nos perceptions, etc., etc. Et puis aussi ce qu'on peut goûter avec notre bouche. Et puis s'il y a des œnologues dans la pièce, ben, il y a tout le rapport entre le nez et la bouche avec toute cette dimension-là. Et bien sûr, ben, nos sens vont aller amener des informations dans notre cerveau et ces informations vont être traitées par notre cerveau. Et si on regarde les travaux de Damasio et d'autres, je pense à Jean-Didier Vincent aussi et plein d'autres auteurs plus récents, eh bien, on va s'apercevoir que on a comme ça une voie directe, hein, qui est thalamo-amygdalo-hippocampienne, là, hop, qui fait que dès qu'on a une stimulation qui arrive, eh bien, en quelques microsecondes plus tard, on a une réaction dans notre cerveau qui est la réaction émotionnelle, la réaction qui est la plus rapide et qui est donc énormément formée de non-verbal. Et donc,
finalement, ce non-verbal, quel est l'intérêt de le prendre en compte? Eh bien, c'est que quand on regarde, et ce sera un des propos de notre soirée, c'est que finalement, c'est un accès direct à l'inconscient de l'autre, bien plus que les mots. On le sait très bien, si on prend par exemple une forme qui serait purement non, qui serait purement verbale, pardon, j'envoie un SMS à quelqu'un, j'envoie un mail à quelqu'un, j'écris un courrier à quelqu'un. Alors certes, l'avantage, c'est que ça formalise les choses, c'est que ça pose les choses, c'est que ça paraît irréfutable. Eh ben non, c'est pas vrai parce qu'il y manque le ton. Donc je peux y projeter mon propre ton, même si l'auteur ou l'autrice peut mettre plein d'éléments contextuels qui vont faire que je vais pouvoir imaginer quelque chose du ton, mais ah, j'ai bien dit, tiens, imaginer. Donc c'est bien moi qui projette quelque chose, qui interprète quelque chose dans ce que je lis, et même c'est moi qui vais y mettre quelque chose de moi. Alors que si je suis en interaction avec autrui, là je vous vois, je vois des visages, je vois, je vois des éléments visuels, hein, je n'ai pas d'éléments sonores, mais en tout cas, je vois ces interactions et du coup, je peux moi me positionner par rapport à ces interactions. Et si vous étiez là autour de moi, je pourrais voir vos mouvements, vos gestes, je pourrais pressentir quelque chose de la texture, de l'ambiance, etc. Et donc tout cela, ça va être quelque chose qui va être extrêmement important dans la communication comme accès à l'inconscient de l'autre. Est-ce que j'ai vu passer une question, Damien? C'est Oui, on peut y aller. J'attendais justement que tu aies fini. Manuel nous interpelle et nous dit qu'il serait intéressant de comparer le pourcentage entre verbal et non-verbal dans les différentes langues et cultures. Est-ce que tu as des infos de cet ordre, toi? alors moi, peu, mais peut-être que Manuel en a, du coup. J'allais dire. Tu veux bien nous dire, Manuel? Oui, c'est juste que enfin, je suis pas un grand fan des moyennes. Euh, et donc, j'aime bien essayer d'identifier des choses qui soient un peu plus personnelles, on va dire. Dans le cas présent, la question m'est inspirée en fait par mon expérience de la culture japonaise, voilà, où Oui, je pense que pour le coup, la part du non-verbal est bien au-delà de ce que on a présenté là de façon globale, probablement, ou peut-être sur des échantillons qui sont plus nord-américains ou européens. oui, Euh, et cela aussi du fait que c'est un groupe qui est relativement, on va dire, restreint et qui partage une culture relativement forte et qui donc ne passe pas nécessairement par une communication verbale. oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu vois, quand on... Merci, hein, on peut échanger un peu, hein, mais quand j'ai eu des formations à la suite de cette première étape universitaire, j'ai travaillé aussi avec des Italiens et où la gestuelle est Hmm. immense. Voilà, après, on pourrait parler des types de personnalités. Enfin, si on a une personnalité hystériforme, c'est sûr que voilà, ça va amener d'autres éléments. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi que les cultures vont modifier ce rapport. Mais en réalité, pour moi, ce qui est le point clé réellement de ce que j'ai envie de vous communiquer, et vos remarques sont les bienvenues, hein, des interactions, ce sera très bienvenu. Mais vous voyez, pour moi, c'est le fait que quelque chose a changé dans ma tête à ce moment-là, parce que je et à l'époque, on privilégiait le verbal, et d'un seul coup, ah, c'était une vraie révolution pour moi, de concevoir qu'on pouvait communiquer autrement. Est-ce Merci, Luc. Donc effectivement, j'ai peu de doutes sur le fait, peut-être parce que on vit dans une époque où ça a été un peu plus vulgarisé, que la dimension non verbale est sans doute prépondérante. C'était le point extrême de certains dialogues. J'essaierai de retrouver une vidéo sur le sujet où il y a
que des onomatopées qui sont échangées et les gens, si on doit traduire ça en français, en anglais, vont avoir un dialogue, quoi. Et c'est assez surprenant. Oui, tout à fait. Ben, c'est peut-être l'endroit le plus extrême. Et aujourd'hui, je lisais récemment, mais je n'ai pas retenu malheureusement l'auteur. Quelqu'un disait que c'était 97% le non-verbal, du coup, tu vois. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est influencé par la culture japonaise, du coup. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est tout à fait juste. En fait, quand les gens partagent le même cadre de référence, du coup, c'est vrai que les mots deviennent moins importants. Et d'ailleurs, avec le Covid et le port des masques, il y a eu, pas mal d'articles, qui sont sortis justement avec, l'apprentissage des enfants qui utilisent beaucoup le langage non verbal pour apprendre, pour, aller vers de la communication et du coup qui étaient privés avec le port du masque et du coup on ne connaît pas encore les conséquences sur le développement de l'enfant, voilà qui peut arriver en lien avec le port du masque. Oui, oui. On en connaît quelques conséquences pour des enfants un peu plus âgés, hein, Oui. puisque je lisais récemment, je suis abonné à des revues de psychiatrie, et donc je lisais récemment que alors attendez, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Excusez-moi. Je vous ai perdu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave, je vous avais en photo là. Alors, webinaire, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai perdu. Vous m'entendez là, oui? Oui, 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 on oui. est toujours avec nous. Bon, je vous ai perdu, je suis pas content. Quelqu'un m'a appelé là, sur mon téléphone. Bon, tant pis, je vais faire sans vous voir. Euh, oui, et je disais que dans ce groupe hein, de praticiens en psychopathologie, en psychiatrie, je disais que les pathologies graves d'enfants ou d'adolescents ont augmenté, les hospitalisations ont augmenté de 40%. Voilà. Donc, pendant cette période du Covid, donc, avec tous les codes qui ont changé, toutes les relations qui ont changé. Donc, c'est sûr que ça aura des conséquences, c'est évident. C'est bon? Parfait. Alors, du coup, voilà, je ne sais pas, j'ai peur de faire une bêtise. J'avais trouvé une solution tout à l'heure, mais je vais continuer notre vidéoconférence. Et donc, dans la, dans l'intérêt du non-verbal, et tout à l'heure, on vous passera cette petite vidéo. Donc, j'aurai peut-être une petite manipulation à faire, hein. Donc, j'arrêterai le partage et j'essaierai de vous passer la petite vidéo qui ne dure pas très longtemps et qui pourra illustrer ça. Et du coup, cette problématique du non-verbal. Donc, ce qui est important dans je dirais, cette dimension-là du non-verbal, c'est qu'elle va favoriser la congruence. Parce qu'en fait, quand je regarde quelqu'un en face de moi, voilà, on a vu on a deux petits émojis là, hein. Vous êtes viré avec un sourire, je vous embauche avec voilà, une bouche bof comme ça. Et puis quelqu'un qui tape sur la table en disant Of course I love you. Tout ça ne paraît pas très congruent. Et malheureusement, quand on regarde quelqu'un, quand on travaille avec quelqu'un, quand on échange avec quelqu'un, eh bien, il y a ce qui est à notre conscience et qui fait qu'à un moment donné, je peux repérer consciemment des éléments. Ça vient se mettre dans ma propre expérience. Et puis, il y a des éléments de la communication. Mais ce qui fait réellement la congruence, c'est ce qui est à l'intersection de tout ça. Et c'est le fait qu'à un moment donné, ce que je dis, ce que je vis, ce que j'exprime, ce que je montre, ce que mon corps montre, ce que mes yeux montrent, ce que ma peau montre, etc., eh bien, est congruent avec ce que je dis. Voilà. Et donc, c'est bien dans cette dimension du non-verbal qu'on va pouvoir percevoir
mettre en évidence cette notion de congruence. Avant que tu repartages, est-ce qu'il y en a qui veulent faire des commentaires, partager des expériences ou questionner? Super, très bien. J'ai envie de nommer que les informations qui sont données sur chacune des séquences, pour moi, elles sont situationnelles. Ce ne sont pas des choses figées sur les personnes, hein. Quand on voit, hein, voilà. Très bonne remarque, Voilà. Martine, qui répond peut-être sans le savoir à la remarque que fait Jimmy, qui écrit: J'aurais plus vu le gars avec la fille comme dans une position de conquérant qui met mal à l'aise la jeune fille. Ben voilà, voilà. Et effectivement, alors le non-verbal, il est très important dans la communication, mais il est aussi, comme le dit Martine, situationnel. Et effectivement, la version qui est proposée par Jimmy, elle me paraît moi totalement crédible. Et je Mhm. pense que Jean-Luc reviendra là-dessus, mais le non-verbal, il est effectivement comment dire, à analyser, à interpréter et surtout à vérifier et calibrer au fil du temps. Mmh. Tout à fait. On reviendra sur cette notion du coup puisqu'on parle déjà un peu de technique, hein, on voit qu'on a affaire à des professionnels, voilà. Mais en tout cas, si on revient à ce petit schéma, hein, qui est là, du coup, on voit bien que le personnage, enfin, si on prend le dernier, hein, le jeune homme qui s'adresse à la jeune fille, ben, en tout cas, on voit bien ce qu'on peut lire sans interpréter. Et ça, c'est ça qui va être un petit peu plus compliqué. Et c'est bien ça le problème du non-verbal, justement. C'est qu'à un moment donné, ben, on verra tout à l'heure, vous verrez, on a fait un petit dessin. Agnès m'a demandé quelque chose, je vais griffonner quelque chose sur un bout de papier. Et avec un rond et trois bâtons, on peut exprimer des choses alors que voilà, c'est un rond et trois bâtons, hein, vous voyez, et donc qui représente un personnage le plus simple et le plus épuré possible. Et on va bien voir que ça vient parler à notre inconscient et ça vient bien chercher chez nous des éléments. Ben, du coup, après, on peut mettre des gros mots de proxémie, voilà, des choses qui sont mises dans qu'on a captées dans notre enfance grâce à nos neurones miroirs. Et voilà, est-ce que maman est proche de moi? Est-ce qu'elle n'est pas proche de moi? Quand je m'avance, est-ce qu'elle avance aussi? Est-ce qu'elle recule? Vous voyez, tous ces éléments-là sont des choses qui sont engrammées dans notre inconscient et qui vont faire qu'à un moment donné, eh bien, moi, je vais projeter quelque chose dessus et je vais le projeter malheureusement inconsciemment, ce qui risque d'amener des dysfonctionnements dans la communication et, par exemple, fonctionner comme des transactions cachées. Pour ceux qui étaient au premier webinaire, ce sera une amorce possible dans un jeu, hein. On pourra revenir là-dessus.
Jean-Luc, on a une autre intervention de Manuel qui met quid de la communication non verbale, entre guillemets qui ment, et il met entre parenthèses poker, etc. Soft poker, je sais pas. Non, entre parenthèses, il écrit poker et trois D'accord. petits points. Donc, Bah, je pense qu'il veut parler de dissimulation de son non-verbal. oui, ben, du coup, la personne, elle ment. Ça se voit tout de suite parce qu'on voit qu'il ne montre, il communique. Alors, par exemple, on va faire référence à un axiome de M. Paul Watzlawick, toujours lui, qui dit on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, si à un moment donné, je montre un masque, voilà, et bien alors du coup, je montre que je ne suis pas authentique. Donc, je communique que je ne suis pas authentique. C'est impossible de pas communiquer. Alors, je peux avoir un masque figé, je ne montre rien de moi. En tout cas, je suis donc quelqu'un qui est fermé et du coup, ça va induire quelque chose chez l'autre. Tu veux dire quelque chose là-dessus, Emmanuel? En fait, il y a effectivement le refus de communiquer avec ce qu'on appelle le poker face, je pense. Oui. Mais il y a aussi le fait de communiquer de fausses informations par son attitude non verbale, je pense. Oui, Et typiquement, c'est aussi quelque chose qui se fait beaucoup quand on joue aux cartes. oui, Mmh. oui. En même temps, tu verras que si tu deviens très, très habile, comme des profilers ou des je sais pas quoi, tu On vois, peut lire. alors, tu verras qu'il y a toujours des micro-gestes ou des micro-attitudes qui font qu'on perçoit que la personne n'est pas congruente. Hmm. Voilà. Après, il y a des je le redis toujours, j'ai oublié le nom d'un film, mais il y a des agents russes. Alors, c'est le film que j'ai vu, il y a sûrement des agents américains hein, qui sont hyper entraînés. On leur fait subir des tas de choses. On les met dans des situations complètement paradoxales, contradictoires, et on leur demande de dire avec amour, je t'aime, tu vois, par exemple. Voilà. Pour arriver à contrôler et à montrer quelque chose qui serait du vrai faux, tu vois, ou du faux vrai, je sais pas, du faux vrai plutôt, tu vois. Mais en même temps, enfin, bon, alors je ne sais pas, j'ai jamais fréquenté ces gens de près, donc je me laisserai peut-être piéger, mais je pense qu'on peut toujours trouver un petit détail, une tension de la peau, une coloration de la peau, une hygrométrie. Alors après, ça rentre dans la finesse, hein, une respiration. Voilà, on peut certainement à un moment donné, j'imagine, piéger quelqu'un, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui s'entraînent à ne rien montrer, ou en tout cas à montrer ce qu'ils veulent nous montrer, qu'ils ont décidé de nous montrer. Voilà, voilà. Pour le cas spécifique du poker, qui est quand même souvent évoqué en matière de non-verbal avec la fameuse poker face, il faut voir deux choses. Déjà, le poker, c'est un exercice qui est restreint. C'est-à-dire que la personne, elle va avoir à dissimuler, entre guillemets, que son jeu. Donc, ça facilite le fait que de maîtrise du non-verbal. Et après, il faut aussi garder en tête que les joueurs de poker, notamment professionnels, sont extrêmement entraînés, donc développent une compétence de dissimulation qui reste malgré tout, bien que plus subtile, quand même lisable, pour utiliser un mot pas très joli. Et si le sujet intéresse certains plus en détail, il y a un reportage que je peux vous faire suivre qui s'appelle Dans la tête d'un joueur, où on met dans une arrière-boutique pendant une partie de poker des spécialistes de la lecture de non-verbal, justement, et qui arrivent à détecter malgré tout des micro-expressions et surtout calculer l'impact du mensonge sur le corps, que ce soit en matière de sudation, d'accélération du rythme cardiaque, etc., etc. Ça veut dire que quelqu'un de bien entraîné, Jean-Luc en a fait la preuve à plusieurs reprises dans d'autres contextes, arrive à déceler une certaine dilatation, une peau qui rosit, une micro-transpiration, etc. Et donc, les joueurs de poker sont de bons exemples de maîtrise, mais néanmoins de maîtrise qui reste imparfaite. Voilà. Et du coup, quand même, pour refinir, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, euh, pour finir, plus quelqu'un se contrôle, ben, plus il montre qu'il se contrôle. Donc ça, Mmh. voilà, il ne peut pas ne pas le montrer. Alors, c'est pour ça que je prenais l'exemple des agents entraînés qui pourraient contrôler, qui montrent qu'ils ne se contrôlent pas. Voilà. Mais là, on arrive quand même dans des niveaux qui ne sont pas à la portée de monsieur et madame tout le monde. Et l'élément suivant, ben, c'est quelque chose qui vient de la PNL. Je donnerai un petit commentaire à la fin.
Mais du coup, là, je vais vous faire participer un petit peu. Voilà, on va continuer un peu votre participation. On va faire un exercice sur les mouvements oculaires. Parce qu'en fait, dans nos yeux, on a repéré, les personnes qui ont créé, enfin découvert la PNL, se sont aperçus que quand on avait des mouvements oculaires, c'était relié à des zones de notre cerveau ou à des éléments externes du coup qui faisaient qu'on pouvait, dans les mouvements des yeux, repérer un certain nombre de choses. Je vais vous en donner quelques indications. Donc, on a, par exemple, vous voyez, du mouvement des yeux en haut et à gauche. Et donc, du coup, ça n'a pas fonctionné. Si, c'est ça. Du coup, je ne vais pas vous poser la question puisque je viens de le mettre. En fait, c'est qu'on a ici quelque chose qui est construit. Donc, si, quand je pose une question à quelqu'un ou quand quelqu'un me parle en face de moi, et qu'il est en train de me dire ah ben là, j'ai vécu ça. Oh là là, oui, oui, vraiment, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mes yeux. Hein. Ah ouais, c'est quelque chose, ouais, je l'ai beaucoup vécu, je l'ai beaucoup vécu. Et vous êtes en train de me dire, mais cet homme, il est en train de me mentir. Parce qu'en fait, il va chercher à l'intérieur de lui quelque chose qu'il est en train de construire. Et donc là, on va voir une incongruence, puisque si j'ai pris le soin, j'y reviendrai tout à l'heure, de calibrer cette personne, parce que ça, c'est des tendances, mais on verra qu'il y a des exceptions. Voilà. Par exemple, j'en suis une personnellement, et je vous partagerai en quoi j'en suis une tout à l'heure. Voilà. Et du coup, quand on a les yeux en haut et à droite, du coup, c'est donc quoi? Expérience vécue. Voilà, en fait, c'est une image qui réfère à la mémoire visuelle. Et donc, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, j'aurais dû, si j'en crois le modèle, regarder en haut et à droite pour aller me remémorer des choses. Voilà. Ensuite, si on a les yeux qui sont au milieu, dans le vague, qui regardent dans le vide avec une légère dilatation de la pupille. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, on a une maître praticien en PNL, là, je crois, non? Non, pas de réponse. Alors, donc, c'est une image mémorisée ou construite. Voilà. Ensuite, si on change, on a les yeux qui sont au milieu ou à droite ou à gauche, vous voyez, qui se promènent comme ça. On entend des sons extérieurs ou des sons internes. Et donc, on est dans la dimension de la mémoire ou de la construction, selon qu'on va vers la droite ou vers la gauche, dans l'auditif mémorisé ou l'auditif construit. Voilà. Ensuite, si on a les yeux qui vont en bas et à gauche, eh bien, on va être dans le domaine du kinesthésique, des sensations, des émotions, de l'éprouvé, voilà, du ressenti. Et si on a les yeux qui vont en bas et à droite, on va être dans le dialogue interne et c'est aussi quelque chose qui est kinesthésique. Voilà. Ces éléments-là, c'est des éléments importants. Euh, il se trouve que quand j'ai fait ma formation de PNL avec un certain Raymond Hosty, pour ceux qui connaissent, à un moment donné, Raymond, qui était quand même pas mal expérimenté, a été assez désarçonné parce qu'en fait, il se trouve que quand j'étais enfant, j'ai eu un accident assez grave. J'ai eu des fractures du crâne et j'ai un nerf auditif qui a été, comment dire, soudé. Hein, donc, mon oreille fonctionne bien, tout fonctionne bien, mais le nerf auditif a été soudé dans la résection d'une fracture, enfin dans la solidification d'une fracture, dans la conciliation d'une fracture, pardon. Et donc, du coup, je n'entends rien d'un côté, mais rien du tout. Voilà. Et ça, on s'en est pas du tout aperçu. Voilà. J'ai eu un accident, j'avais 2 ans, et j'ai découvert ça à l'armée en faisant mes 3 jours où on a voulu m'enfermer parce qu'ils m'ont pris pour un simulateur.
Mais en fait, ma boîte crânienne, j'entendais par ma boîte crânienne, et en fait, j'ai construit tout ce qui est à gauche. En fait, j'ai construit le monde. Et d'ailleurs, vous voyez, rien qu'en vous en parlant, j'en ai la chair de poule parce que maintenant, je le sais, ça me fait quelque chose. Je sais que tout ce qui est à gauche, alors, il n'y a rien à voir avec la politique, hein, mais en tout cas, voilà, tout ce qui est à gauche, je l'ai imaginé et je l'ai construit à partir de la droite. Voilà. Et donc, du coup, bah, je suis inversé personnellement. Voilà. Donc, du coup, si quelqu'un veut utiliser ces éléments-là, il faut d'abord, avant de pratiquer ces choses-là, vérifier en échangeant avec la personne. Voilà, tiens, je sais pas, quelle est la couleur de ta maison ou de ta chambre ou j'en sais rien, voilà. Et ben, on va voir où va chercher la personne parce que du coup, ça va nous renseigner sur la position de ses yeux pendant l'échange. Jean-Luc, on a une Oui, question technique sur les mouvements oculaires. Quid des yeux en haut ou en bas, mais centrés? des yeux en haut ou en bas ou centrés. Alors là, quand on est Non, comme ça, mais centrés. mais bah oui, c'est ce que je viens de faire là, tu vois. Ah, j'ai cru que tu avais dit ouf, pardon. Voilà. Et bah du coup, pour moi, on est vraiment dans quelque chose qui, pour moi, s'apparente à la réflexion, où je vais aller chercher, je fais un effort et je suis ni dans le visuel construit ou dans le visuel remémoré. Je vais plutôt aller chercher quelque chose, vous voyez, pour moi, ça induit de la réflexion. Voilà. Je sais pas, il y a des gens Alors, qui moi, peut-être. j'ai pas d'avis sur cette question-là. Je me rends compte en essayant de le faire que c'est extrêmement dur physiologiquement de Oui. garder les yeux au milieu et les mettre en haut ou en bas. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très courant dans Voilà. dans Mais la pratique. on peut le voir des fois, vous voyez, quand des gens sont là comme ça, un peu, enfin, je sais pas, tu vois, on peut le voir comme ça, mais en bas comme ça, soit je baisse la tête, et là je suis du coup centré sur moi, je suis en train d'éprouver quelque chose, et pour moi c'est un peu non spécifique, hein, en tout cas Hmm. dans mon expérience. Voilà. Ok, merci. D'autres personnes partagent ou pas Oh, c'est moi qui ai posé la question, Jean-Luc, c'est parce que je pense que c'est quelque chose que, du coup, une gymnastique que je sais plutôt bien faire. Et effectivement, je suis en lien avec de la réflexion quand Voilà, je vois voilà. faire ça. Très bien, merci. Après, on va pouvoir identifier on arrive hein, dans un domaine qui m'est cher, du coup, c'est qu'on va retrouver ces éléments, donc du coup, qui sont reliés à des éléments visuels, à des éléments kinesthésiques, auditifs. Alors, je ne sais plus, quelqu'un me disait que maintenant, bah, c'est Ali hein, qui peut-être nous entend. Et oui, je vois il est connecté là. Que dans ces éléments-là, du coup, on parlait du VAC aujourd'hui, semblerait-il, hein, dans les gens qui diffusent la PNL aujourd'hui, alors que moi, quand je l'ai appris, c'était le VACOG, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Et donc, où on met dans le même paquet, voilà, olfactif, gustatif et kinesthésique. Et pourtant, quand on a affaire à certains auteurs qui vont vous parler de la saveur ou de je sais pas quoi, du fumet, de je sais pas quoi, il y a des gens qui ont l'art de parler dans le mode gustatif. Voilà, j'ai vu un certain nombre de personnes qui ont cette compétence-là. Et donc, du coup, c'est quand même dommage de ne pas identifier cette dimension-là, même si, justement, on va le voir dans la prochaine, comment dire, le prochain slide, qu'on peut, en entendant les gens parler, identifier euh, quel est leur canal préférentiel de communication. Et par exemple, on va dire, je vois, oui, c'est très clair ce que vous dites, j'imagine que, visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec moi ou vous êtes d'accord avec moi, et puis j'ai tel objectif, je vais vous montrer, c'est net, c'est flou, telle personne est blanche de peur, il est vert de rage,
voilà, il est bleu, je sais pas quoi, voilà, etc., etc. Voilà. Donc, on va avoir un langage où la personne va avoir comme modalité préférentielle d'expression des éléments qui sont des éléments visuels. Et donc, on va pouvoir identifier chez la personne cet élément-là. On va avoir au contraire d'autres personnes qui vont dire oui, ben, j'entends, voilà, je suis d'accord avec vous, ça me parle, oui, je vais vous dire quelque chose, j'ai bien entendu, je m'entends très bien avec vous, en écoutant que mon cœur, je vais vous faire une déclaration, où ça ne me dit rien, c'est inouï, etc., etc. Voilà, il y a on a mis quelques exemples, hein, il y en a évidemment des dizaines. Euh, du coup, on va s'apercevoir que la personne, son canal préférentiel, c'est le canal auditif. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez vu quel geste j'ai fait à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, je m'en rends compte en l'ayant fait, que quand je parle du canal auditif, ben, je vais faire ce geste-là qui est proche de mon oreille, par exemple. Donc à ce moment-là, tu pourrais être congruent. Je pourrais être congruent, tout à fait. Alors, on verra que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même quelque chose avec l'auditif et le visuel qui est un peu particulier chez moi. Voilà. Et donc, on va avoir aussi le canal kinesthésique. Eh bien, voilà, je sens ou je ne sens pas, ou je ne peux pas le sentir. Vous voyez, d'ailleurs, j'aime bien cette expression. Vous voyez, quand on voit quelqu'un, si on s'amusait peut-être à faire comme ça une petite liste, on pourrait dire, bah, tiens, celui-là, je ne peux pas le voir. D'autres diraient, je ne peux pas le sentir. D'autres diraient, je ne m'entends pas avec elle. Vous voyez, on va donc bien voir que pour une même expression qui ferait que je serais en froid ou en désagrément avec quelqu'un, alors du coup, je vais utiliser des canaux de communication préférentiels différents. Voilà, ça me prend la tête, ça me prend le corps, ça me touche, ça me dégoûte, j'ai les pieds sur terre, j'en passe et des meilleurs. On pourrait comme ça s'amuser voilà, s'amuser à, comment je vais dire ça, à chercher comme ça longtemps. Et puis après, on pourrait aller justement dans le domaine de l'olfactif et du gustatif. Et on pourrait, quand je fais ma formation PNL, on s'amusait comme ça à se parler en gustatif. Voilà. Ou au contraire, on s'amusait parfois à couper la parole et à ne regarder que le visuel. Et là, on était peut-être un peu japonais sur les bords, mon cher Manuel. Voilà. En tout cas, voilà ces canaux. Et ça, c'est des éléments extrêmement précieux. Et puis, du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné, vraiment. C'était important dans ma carrière. Et je vais passer de ce moment-là de ma carrière où j'ai voilà, travaillé sur ces éléments-là. J'ai découvert des choses, donc j'ai découvert l'importance du non-verbal. Puis ensuite, ben, j'ai découvert l'importance de ces canaux en faisant une formation de PNL. J'ai souvent fait ça dans ma carrière. Je découvrais un truc, hop, je me formais aussitôt pour apprendre. Voilà. Et puis, pour finir, je vais vous dire où j'en suis aujourd'hui. C'est qu'en fait, voilà, j'ai mis 5 à 40% en clin d'œil je pourrais même mettre 3 à 40% si j'en crois les dernières recherches. Mais en réalité, quand on regarde, j'ai mis au début les éléments qui viennent de notre ami Eric Berne, les mimiques, les gestes ou les micro-gestes, les visages, les attitudes, les postures et le ton de la voix ou l'intonation. Ce sont des éléments qu'on va retrouver chez Berne. Vous verrez, on vous a mis une petite bibliographie à la fin. Berne en parle à plusieurs endroits. En faisant des recherches d'ailleurs avec mes collègues, on a même découvert un ouvrage de Berne, j'ai oublié le nom là juste maintenant, mais c'est un ouvrage qu'il aurait écrit en 58, avant Analyse transactionnelle et psychothérapie, pour ceux qui le connaissent. Et si mes souvenirs sont bons, c'est quelque chose à propos voilà, des dysfonctionnements dans la communication pathologique, enfin, je ne sais plus, j'ai oublié le nom. On a cherché, on ne trouve pas l'ouvrage sur Internet, mais je l'ai trouvé dans une recherche documentaire. Voilà. Mais Berne en parle dans Que dites-vous toujours. Berne en parle dans également des jeux et des hommes en particulier.
Donc, il insiste un petit peu là-dessus. Et du coup, j'ai ajouté à ce que Berne écrit, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la slide voilà, qui présentait le paraverbal. Il y a le rythme, la mélodie, la prosodie, enfin tout ce qui fait qu'à un moment donné, l'intensité aussi de la voix, la hauteur de voix, la hauteur de son, etc. On a énormément de choses pour ceux qui sont mélomanes et qui pourraient nous renseigner sur le ton de la voix, enfin sur tout ce qui touche à la voix. Voilà. On a bien sûr ce qu'on vient de voir, ce qui est relié directement à nos sens, mais après, je l'ai évoqué tout à l'heure, eh bien, si à un moment donné, je vous parle comme ça, vous voyez, et d'ailleurs, vous avez certainement vu des gens qui vont parler comme ça, ben, on va avoir des tensions musculaires. Alors là, je les mettais dans mes zygomatiques, mais elles peuvent être dans mon corps, muscles, dans différents éléments qui sont chez moi. Et on va avoir après tout ce qui touche à la peau. Et tout à l'heure, euh, Damien nous parlait d'experts qui avaient regardé des joueurs de poker. Et c'est vrai qu'on va voir sur la peau, y compris des micro-tensions, des mouvements. On va voir de la coloration qui change en fonction de nos émotions, de nos sensations. On va voir aussi éventuellement de la sécheresse ou de l'humidité. Et on va voir aussi des effets de texture. Voilà, on va avoir une peau large, une peau qui se tend, qui s'épanouit, etc. Parce que c'est directement relié à nos états intérieurs. Voilà. Donc, c'est un élément extrêmement important qui va nous être utile pour aussi, justement, arriver à un moment donné à calibrer quelqu'un en face de nous. La respiration. Est-ce que la respiration de la personne, elle est ample? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est haute? Est-ce qu'elle est au niveau du diaphragme? Voilà, on va voir comment quelqu'un ne respire pas. Par moment, on voit des gens qui ne respirent pas. Voilà, on voit des gens qui ont et qui sont essoufflés, etc., etc. Enfin, tous ces éléments-là vont être des éléments extrêmement importants dans le non-verbal. Je pense à ça ce matin. J'avais une patiente qui a un driver dépêche-toi très élevé, qui est donc arrivée un peu en retard à sa visioconférence qui était tôt, et elle devait partir très rapidement en voiture, parce qu'elle est commerciale derrière. Et c'était assez impressionnant de voir comment son dépêche-toi l'amenait à arriver. Elle était essoufflée, elle était stressée, et comment à la fin de la séance, elle était détendue, calme. Et ça m'a même donné l'idée d'un webinaire où je pourrais l'interviewer pour parler du driver Dépêche-toi. Je ne sais pas si on le fera, mais j'avais trouvé ça très amusant. Voilà. Et ce soir, avec Ali, on a rencontré quelqu'un qui avait un driver fait plaisir, qu'on parlait magnifiquement. Voilà. Et donc, je reviens à la respiration. Après, on a les yeux, voilà, on a les yeux qui vont nous donner toutes les informations qu'on a eues tout à l'heure, mais pas que. Pas que. On a tous les mouvements oculaires, mais on a aussi, est-ce que la pupille est en médriase? Est-ce qu'au contraire, vous voyez, la pupille, elle est complètement fermée, vous voyez, où j'ai des yeux extrêmement froids, aigus, comme un aigle. Voilà. Est-ce que j'ai les yeux hagards? Est-ce que, vous voyez, enfin, toute l'expression des yeux, c'est immense. La luminosité dans les yeux, il y a énormément d'éléments qui passent dans les yeux, bien au-delà des mouvements oculaires, et qui sont très, très précieux. Et je parle que des yeux. Après, je pourrais parler des yeux et de tout ce qui touche aux paupières, au plissement, au positionnement, etc., etc. Donc, il y a vraiment, c'est immense qu'on peut lire sur les personnes à travers leurs yeux. Et puis, peut-être je vais aller à d'autres éléments. Je reviendrai sur le langage. Je vais finir sur la proxémie, donc les travaux de Edward T. Hall, voilà, où on a
le fait qu'à un moment donné, quelqu'un va pouvoir être proche de moi. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils viennent vous parler sous le nez ou au contraire au-dessus. Au contraire, des gens restent à distance, des gens vont vous toucher, des gens, enfin, etc. On va voir que toute la capacité de deux humains comment dire, être proches, et on verra tout à l'heure ce petit schéma que je vous demanderai de répondre avec ces petits bâtons, hein. On voit bien que simplement la posture et le positionnement des gens va nous donner des informations non verbales extrêmement importantes. Voilà. Euh, du coup, je vais revenir sur le langage parce qu'il se trouve que dans ma carrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par de la psychanalyse et notamment de la psychanalyse lacanienne. Or, on sait combien, pour Jacques Lacan, le langage était important et les liens du langage avec l'inconscient. Donc, c'est lui qui a parlé des lapsus, donc je l'ai mis en premier parce que c'était mon maître. Mais après, il se trouve que j'ai fait aussi des études, voilà, pas très longues, mais voilà, pendant 2 ans de linguistique. Et dans ces approches linguistiques, on s'est beaucoup intéressé aux occurrences dans le langage, au niveau de langage, vous voyez. On va dire que ce soir, on a un niveau de langage soutenu. Si un enfant de 8 ans nous entendait parler, je ne suis pas sûr qu'il comprendrait tout ce qu'on dit, alors que Berne nous apprend qu'on devrait parler pour un enfant de 8 ans. Voilà. La structure du langage, la manière dont j'ordonne les choses, dont les choses apparaissent, dont les mots apparaissent, la nature des mots. Et pour moi, c'est toute la dimension non verbale du verbal, si j'ose dire. Vous voyez, il y a toute cette dimension-là qui est extrêmement importante. Et quand on regarde du coup cette liste, et j'ai mis etc., parce que voilà, je ne suis pas sûr d'embrasser l'ensemble, mais en réalité, nous avons là une immensité d'entrée en communication, de possibilité d'être à l'écoute de moi. On y reviendra tout à l'heure. J'anticipe déjà un peu sur la fin, parce qu'il y a bien sûr comment je suis centré sur l'autre, hein, c'est ce qu'on vient de montrer, mais il y a aussi comment je suis centré sur moi et comment je suis moi-même à l'écoute de moi. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, le point suivant, c'est à vos questions, réponses, partages, commentaires, qui sont les bienvenus. Et pourquoi pas, vos idées, voilà. Alors, on a pris les questions du chat au fil de l'eau. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaite une précision ou quelque chose. Moi, je veux bien, Jean-Luc, que tu nous dises un petit mot. Là, tu disais que Berne disait qu'il fallait parler comme un enfant de 8 ans. Il disait qu'en fait, quand on veut communiquer quelque chose, il disait qu'un enfant, on doit être capable de l'expliquer à un enfant de 8 ans. C'est ça que nous dit Ah, Berne. c'est différent. Voilà. C'est-à-dire que enfin, c'est ce que je pense. Par exemple, j'ai déjà entendu, je pense que tout le monde le connaît, Hubert Reeves parler d'astrologie ou d'astrophysique. Enfin, moi, je suis épaté, quoi. Cet homme, je le comprends, quoi. Pourtant, il parle de concepts extrêmement complexes, voilà. Et c'est adorable de l'entendre parler. Enfin, c'était adorable de l'entendre parler. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui avait une simplicité, une compétence à parler simplement des choses, quoi, complexes. Voilà. Ça va, Nadine? Oui, et j'ai une deuxième question. Quel conseil tu donnerais pour développer, quel premier conseil tu donnerais pour développer ses compétences en lecture du non-verbal? Alors, je vais d'abord de donner un non-conseil. C'est surtout de ne pas observer l'autre, le scruter, voilà, le scanner, voilà, parce que du coup, je perds complètement mon, mon interaction. Je suis dans une position haute, je suis dans une position d'expert par rapport à l'autre. Donc, pour moi, l'idée, c'est plutôt d'explorer. Voilà, c'est
Je reviens à cette phase importante du développement de la personne qui est l'exploration. C'est ce que font les enfants entre, bah, c'est tôt, hein, c'est entre 6 mois et 18 mois. Donc, retrouvons notre étape de développement. Voilà, après, on le revit à l'adolescence, hein. Mais voilà, explorer, expérimenter. Je suis un adepte, je crois que tu le sais, Nadine, du crado-test, hein, de notre ami Maximilien Brabec. Voilà, j'essaie, je vérifie, je recommence, je reconstruis. Voilà, et puis petit à petit, j'ose aussi me tromper. Je vais vérifier avec l'autre, je vais avoir de l'interaction, je vais oser, je vais pas essayer d'embrasser tout à la fois. Voilà, parce que tu vois, c'est immense quand on prend la slide précédente. Ah, si j'essaie de tout voir, je vais rien voir en réalité, hein. Donc, je vais faire un peu comme en sport. Je vais peut-être faire une séquence VACOG, une séquence coloration de la peau, une séquence tension musculaire, une séquence respiration. Voilà, et puis petit à petit, ben, ça vient. C'est comme un entraînement pour moi. Et plus je le fais, plus je le fais. Voilà, plus je le fais, plus je deviens expert ou expérimenté. Voilà. Voilà. Je pense que voilà le conseil que je donnerais, c'est d'oser expérimenter en réalité, avec bienveillance. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? Plus? Peut-être, oui, j'avais une question peut-être dans la continuité de ce que proposait Nadine, de savoir, tu nous as donné un détail par rapport à la position des yeux. Est-ce qu'il y aurait des choses du même type pour ce qui est coloration de la peau, par exemple, Alors après, voilà, respiration, les données, mais là, il y a plein de connaissances à avoir. Mais en réalité, quelque chose d'assez simple quand même, que je pense qui est vraiment tout à fait accessible, c'est de comprendre en réalité, enfin, il y a les phénomènes de stress, hein, donc travailler sur la compréhension du stress, peut-être ça pourrait être un webinaire un jour, voilà, qui pourrait être sympa. Parce que je pense il y a plein de choses qui sont dites sur le stress très, très intéressantes, mais moi j'ai été formé il y a quelques années par quelqu'un qui avait directement été l'élève de Hans Selye, qui est l'inventeur de la notion de stress. Et donc, voilà, où moi j'ai gardé quelques éléments très simples qui sont liés à l'impact des neuromédiateurs sur notre corps et notamment sur notre circulation sanguine et qui fait qu'à un moment donné, ben, quand je suis sous stress, alors donc négatif, alors mon corps va donner une réponse non spécifique euh, à la stimulation qui m'est faite, à ce que je suis en train de vivre. Et donc, je vais libérer des neuromédiateurs. Donc, mon corps va, par exemple, libérer de l'adrénaline et de la noradrénaline. Donc, je vais me mettre en tension, comme si j'allais me battre. Et donc, mes vaisseaux vont se contracter, ma tension va augmenter, ma respiration va augmenter, tu vois, Sandrine. Et donc, du coup, je vais être en vasoconstriction. Voilà. Et puis, si au contraire, je suis détendu, voilà, c'est agréable, je suis en train de jouir de ce qui se passe, voilà. Alors, hop, je vais être en vasodilatation, le sang va circuler partout, je vais être rose, peut-être avoir un peu d'humidité, etc., etc. Et tu vois, c'est des grands mouvements hein, qui vont nous aider à regarder des choses sur la peau. Tu vois, avoir la peau large, la peau tendue. Tous ces éléments-là vont être liés au stress en réalité. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Sandrine. Si, ça répond tout à fait. Après, j'ai le souvenir une fois, je t'avais demandé en supervision, voilà, j'ai un client qui met très souvent ses mains sous ses cuisses, voilà, et je me dis pour expérimenter, est-ce qu'il y a je sais pas, des ouvrages, des choses où on pourrait, quand on observe quelque chose de récurrent chez un client, pouvoir aller piocher l'explication. Alors là, j'adore ta question. Je vois que ça fait rire Martine. Je suis un anti-ouvrage, un Mm. anti-code, un anti-machin. Alors bon, c'est un peu mon travers, hein, je reconnais.
mais je suis un explorateur, je suis un clinicien. Alors, quand j'observe quelqu'un, je sais quelque chose, c'est quelqu'un, ben, je lui demande. Ok, Voilà. C'est la meilleure chose. Voilà, ça va. si la personne elle est très défensive, ben, je vais lui demander discrètement, délicatement, je vais l'apprivoiser, tu vois. Mais, euh, mais c'est pas la peine. Enfin, tu vois, franchement, je déteste les trucs où il fait ça, égale ça, machin, égale. Ok. C'est juste quelque chose qui me. Mais là, je Mm. reconnais que c'est mon travers, hein. Non, mais du coup, c'est un petit peu ce que je fais. Quand je vois quelque chose, j'interroge sur ce qui se passe pour la personne ou à quoi pourrait correspondre son geste, Voilà. effectivement. Et Et en comme tu avais des choses Ah ben, j'ai récurrentes plein, en lien avec les yeux. je rappelle que j'ai fait de la biologie, c'était mes premières amours. Donc j'ai plein d'informations biologiques, tu vois, biologiques, physiologiques, voilà, bon. Mais alors donc je m'en sers, hein, je reconnais que je m'en sers. Mais en même temps, je pense que dans une dimension clinique, le plus important, c'est réellement d'aller fréquenter la personne, lui demander ce qui se passe, Ok, etc. Voilà, ça va. Merci. ok. On n'a plus de questions, Jean-Luc, sur le chat. Eh Je bien, te allez. propose de passer à la suite. Yes, jeune homme, nous passons à la suite. Du coup, bah, l'idée, on l'a dit beaucoup, hein, plein de gens l'ont dit. En fait, c'est deux mots importants. C'est le mot calibré, qui est un mot qui vient typiquement, hein, de la PNL. Alors, je ne sais pas s'il existait ailleurs ou autrement, mais donc en tout cas, moi, c'est là que je l'ai appris. Et donc, en fait, le calibrage, alors on voit là une photo où on voit voilà, une personne qui est, peut-être même les deux d'ailleurs, qui est en train de repérer chez l'autre, de calibrer. Donc, je vais essayer de repérer chez l'autre ces canaux privilégiés de communication. Et donc, finalement, ben, ça peut être déjà le VACOG, voilà, mais ça peut être aussi ben, voilà, ses expressions favorites, ses postures favorites, etc., etc. Et donc, je vais repérer comment fonctionne l'autre, en fait. C'est une sorte de mini-diagnostic. Et ce calibrage peut se faire en échangeant. Si je dis à quelqu'un, bah, tiens, je sais pas, quelle est ta couleur préférée? Je vais voir où vont ses yeux. Si je lui dis, je sais pas, d'essayer d'imaginer un éléphant de toutes les couleurs, bah, vraisemblablement, normalement, il va aller chercher à inventer un éléphant de toutes les couleurs. J'en sais rien, vous voyez. Donc, pour moi, à cet endroit-là, ce calibrage, hein, c'est vraiment important et qui va me permettre de faire un peu le référentiel, le diagnostic de l'autre. Voilà, c'est quoi son canal préférentiel, c'est quoi ses expressions préférentielles, c'est quoi ses modalités préférentielles. Et du coup, je vais me faire une représentation de son monde, de son univers, de sa carte du monde, de son cadre de référence. Vous voyez, enfin, il y a plein d'expressions, hein, qu'on peut, en fait, de qui il est ou de qui elle est. Et puis, bah, puisque c'est comme ça, pour communiquer avec cette personne-là, bah, je vais communiquer dans sa modalité. Et donc, du coup, là, on va rentrer dans la synchronisation. Et au tout début, quand je me suis formé en PNL, eh bien, justement, quand on synchronisait, bah, le défaut, c'est de singer l'autre, vous voyez, c'est de l'imiter, d'essayer de faire comme lui ou comme elle. Alors, du coup, il y a même des gens qui ne supportent pas, c'est provocateur, quoi. Voilà, c'est trop. Voilà. Donc, la vraie question, c'est d'entrer en résonance, en empathie, d'être congruent avec soi, avec l'autre. Et du coup, c'est ce qu'on a mis là, entrer en résonance. Donc, c'est bien comment je repère comment l'autre fonctionne et comment moi je vais entrer dans son monde avec ses canaux, avec ses expressions favorites, etc., etc. Et cetera. Et comment je vais du coup lui montrer que d'abord c'est un signe de reconnaissance important puisque je le considère, euh, voilà, je le prends en compte, voilà, il y a quelque chose qui est, on pourrait dire d'une certaine manière, ça pourrait paraître une manipulation. Alors,
c'était pas prévu que je dise ça, mais tiens, ça me vient. Mais en fait, je suis en train d'oublier son nom. Martine, est-ce que tu veux m'aider? Le mari, monsieur avec qui j'ai eu quelques discussions dans une AG, quelqu'un que tu aimes bien, un analyste transactionnel. Je suis en train d'oublier son nom. Crespel. Voilà, Alain Crespel, voilà, merci. Donc Alain Crespel parlait de ça et j'aimais beaucoup ce qu'il disait. Il disait que les clients manipulent, donc parce que la manipulation, c'est inconscient, je nous le rappelle. Hein. Alors après, il y a des gens qui sont des Machiavel qui manipulent consciemment, mais ça, c'est autre chose. Mais il disait les clients manipulent et les thérapeutes ou les intervenants, enfin lui disait les thérapeutes, manœuvrent. Et donc, manœuvrer, c'est, pour ceux qui font du bateau, c'est avoir un port, tenir compte des vents, de la mer, des courants, des écueils, enfin, tout ce qu'on voudra. Et du coup, aller au port en se servant de la réalité qui est autour de nous. Eh bien, en tout cas, le marin qui manœuvre pour aller au port, il sait où il va, il peut dire pourquoi il y va, et c'est une question d'éthique. Et en fait, on a beaucoup accusé la PNL, hein, par exemple, de manipulation, de je sais pas quoi, voilà. Alors, des gens peuvent manipuler, oui, on peut se servir d'ailleurs de n'importe quoi. Moi, je le dis aussi, hein, des gens peuvent prendre un marteau pour taper sur les gens. C'est pas fait pour ça, normalement, c'est fait pour taper sur des clous ou sur des objets, voilà. Donc, pour moi, le calibrage et la synchronisation, c'est réellement à faire dans l'esprit du respect et de la rencontre d'autrui. Voilà. Et du coup, petit exercice, voilà. Du coup, on a mis, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, un rond, 3 bâtons, voilà, qui représentent des personnages. Et du coup, c'est caricatural, hein, on est bien d'accord. Hein. Alors, qu'est-ce qui est synchronisé ou qu'est-ce qui ne l'est pas sur ces trois images-là? Personne ne veut se mouiller? Vous pouvez mettre la réponse dans le chat, hein, si jamais. Moi, je veux bien tenter. Oui, merci. Merci de jouer le jeu. Merci, c'est sympa. Ben, je dirais que un et 3 sont synchronisés. Oui, Oui. 2 voilà, ne l'est pas. voilà, tout à fait, tout à fait. Alors évidemment, quand on voit 3, on voit bien que la synchronisation, il y a de la distance, voilà, c'est évident. Mais moi, ce que j'adore dans ce petit schéma, on pourrait en faire plein d'autres, hein, mais c'est que juste avec 3 petits trucs, on voit, ça exprime quelque chose et ça parle à notre inconscient. Je trouve que c'est très fort, quoi. Vous voyez, juste ces petites choses, elles nous parlent, quoi. Et donc, ça dit bien toute la richesse de ce que nos interactions humaines comportent. Voilà. Et comme tu le disais, Jean-Luc, tout à l'heure, tu parlais de contexte. Alors moi qui fais pas mal d'animations de soirée, je regarde des gens qui sont en train de se trémousser sur une piste de danse. Oui, Et super. si je regarde tes 3 schémas, bah, en fait, ils sont tous les 3 synchronisés, hein. Oui, Ça dépend de la musique qu'on a mis au milieu. d'accord, d'accord. Ok, ok. Voilà. C'est vraiment une question de contexte. Oui, c'est une question de contexte. Tu as raison, Jimmy. Tu as raison. De situation. Alors, eh ben, du coup, c'était Jimmy, tu as initié le slide d'après. Voilà. Voilà, synchronisation, calibrage, voilà, ça vous parle, vous avez des questions, des remarques, pareil, voilà, vous êtes plus familier, pas familier, questions, voilà. Alors, pendant ce temps de réflexion, il y a un élément, moi, dont je tiens à rappeler vraiment l'importance, c'est la notion de calibrage. Effectivement, on a vu que la communication non verbale, elle était contextuelle. Elle pouvait être spécifique, notamment quand on avait un problème auditif, par exemple. Et je pense que cette notion de calibrage, elle est extrêmement importante
De même que, en tant qu'intervenant, il est extrêmement important d'aller questionner tout simplement sur ou rebondir ou s'accrocher sur ce qu'on voit, mais pas avec certitude, au contraire, avec une envie d'explorer, de définir, de vérifier les premiers éléments qu'on a lus et comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, pas d'interprétation trop rapide. Voilà. Ou alors, si, quand tu parles du mot interprétation, ou alors c'est qu'on est dans une intervention bernienne et qu'on peut nommer à son partenaire, client, patient, je ne sais pas quoi, qu'on est en train d'interpréter quelque chose et on propose une interprétation, du coup, on nomme quelque chose et du coup, ça devient respectueux de l'interaction, dans l'interaction. Ok. Je vois pas de questions sur le chat, Jean-Luc. Si tu veux, on peut passer à la suite. Alors, en fait, je remercie Ali qui est, je crois, encore là, parce qu'en fait, je n'avais pas pensé à vous présenter ce dessin, mais comme je fais souvent référence à Eric Berne, Ali nous a stimulé à reprendre ce schéma qu'il connaît, voilà, que c'est quelque chose que j'ai créé à partir d'une formation en process communication management. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle PCM ou Processcom, même, je ne sais plus. Voilà, Processcom, je crois. Et donc, j'ai eu l'honneur de rencontrer T.I.B. Keller, hein, qui est l'inventeur de cette méthodologie. Et à l'issue de cette formation, j'ai pensé à appliquer, c'est pas ce que fait T.I.B. Keller, hein, mais j'ai pensé à appliquer cette notion de communication efficace où du coup on est vraiment dans la congruence, où alors on utilise la communication non verbale et pour le montrer en lien avec la T. Et en réalité, pour moi, si je sais, si j'ai suffisamment de développement personnel pour utiliser mon parent normatif positif, mon parent nourricier positif, mon adulte et tous mes états du moi enfant positif, enfant libre, enfant rebelle et enfant soumis positif, alors, voilà, et donc là, on revient dans la facilité quand on pourrait évoquer dans ce qui est voilà, les concepts, oui, au niveau conceptuel, voilà, il suffit d'être là et c'est réel. Hein. D'ailleurs, ça nous fait penser à quoi? Eh bien, ça nous fait penser au triangle d'autonomie, protection, permission, puissance. Et j'ajoute quelque chose qui est peu connu, hein, qui est le pouvoir de réaliser, qui est le 4e P. Et puis, il y a tous les états du moi négatifs qui vont être en fait source d'incongruence, source d'incohérence, source d'inadaptation, d'inadéquation dans la communication. Voilà. Et donc, je pense que c'est intéressant pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle hein, d'avoir cette petite grille de lecture et cet encouragement à développer nos états du moi. Et tout à l'heure, ça rejoint ta question, je crois, je ne sais plus si c'est Nadine ou Sandrine, où je disais, voilà, il suffit de s'entraîner, enfin, il faut s'entraîner, il est bon de s'entraîner, il est bon d'essayer, d'explorer pour petit à petit, et puis de faire du travail sur soi de la thérapie, de la supervision, enfin toutes sortes de choses pour arriver à développer une meilleure utilisation de nos états du moi positifs. Voilà. Et on a essayé de représenter à cet endroit-là une synthèse voilà, qui fait que du coup, on donne aussi de la place à l'autre. Et donc, ce qu'on a voulu représenter à cet endroit-là, c'est que dans l'accès à l'autre, donc dans les deux sens, évidemment, alors on a privilégié évidemment l'intervenant avec sa boîte à outils, voilà, comme vous pouvez le voir. Et donc, dans ma boîte à outils, du coup, on a bien la communication d'inconscient à inconscient, on a bien tout ce qu'on vient de dire, hein, les postures, les mimiques, les gestes, le VACOG,
la couleur de la peau, les transactions cachées, les états du moins positifs. Enfin, voilà. Je ne manque pas d'outils. Voilà, j'ai énormément d'outils pour communiquer avec autrui. La vraie question, pour moi, à cet endroit-là, on y reviendra juste après, hein, voilà, peut-être comme un début de conclusion de notre soirée, hein. Il y a encore quelques slides pour conclure, mais voilà, je commence déjà à penser à ça. Mais finalement, c'est bien comment moi, je suis dans une posture où je suis à la fois centré sur moi et centré sur l'autre. Et donc, bien sûr, je vais observer ses postures, ses mimiques, ses attitudes, ses gestes, etc. Je vais regarder comment il interagit, comment il réagit, comment je vais pouvoir m'ajuster. Vous voyez. Et c'est bien finalement dans le processus de la communication et non pas tellement dans le contenu, dans la qualité de la relation que je vais construire avec l'autre. Donc finalement, ce qu'on appelle dans notre jargon de la posture que je tiens vis-à-vis de l'autre, que va naître finalement une communication authentique et qualitative. Voilà. Et du coup, on arrive à cet endroit-là, finalement, où on va regarder ben, comment on va pouvoir mettre à l'œuvre tout ça. Et dans la mise en œuvre de tout cela, pour nous, je dirais, il y a quelques éléments finalement clés. Et ce que j'ai appris à une époque dans ma carrière de psy, alors du coup là je fais référence à ma formation de psy, où finalement on nous disait qu'il fallait rester neutre et bienveillant. Rester neutre, c'est donc juste pas possible. Voilà. C'est pas possible qu'on ne soit pas impacté. C'est pas possible qu'on n'ait pas de transfert ou de contre-transfert. C'est pas possible qu'on n'ait pas d'émotion. Alors, du coup, être psy, ça serait être poker face. Si je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Damien. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on ne serait pas authentique dans la relation. On est dans le débat entre Freud et Jung, voilà, où Jung dit qu'il faut s'engager, qu'il faut s'investir dans l'interaction. Voilà, je crois que il me semble que je l'ai avoir dit, que je leur dirai beaucoup parce que j'y crois beaucoup. Et donc, du coup, c'est pas seulement être centré sur l'autre, parce que si je ne suis que centré sur l'autre, alors je m'oublie et en fait, je ne me prends pas en compte dans l'interaction. Donc ça, pour moi, met un biais dans l'interaction. Et donc, il y a bien une dimension, puisque centré sur l'autre, c'est ce qu'on nous apprend, j'allais dire, dans toutes les écoles, souvent, voilà, quelles qu'elles soient, de coach, de psy, de fac, de tout ce qu'on voudra. Mais un des secrets, c'est d'être centré sur soi aussi, évidemment, hein, j'ajoute le aussi, et d'être attentif à mes propres réactions, à mes propres incongruences, et donc à chercher à être congruent et à être en permanence dans l'ajustement avec l'autre. C'est certainement un des points clés pour moi qui va favoriser cette voilà, relation authentique avec l'autre, et je dirais même intime, parce que donc je vais aller chercher le plus profond de la personne, parce que en étant au plus profond de moi. Et bien sûr, deuxièmement, tiens, je m'aperçois qu'on a un petit bug dans dans notre PowerPoint, c'est bien sûr d'utiliser tous ces outils que nous venons de balayer, hein, et je suis bien conscient que c'est rapide, hein, mais voilà, c'est toute la richesse de ces outils qui vont nous permettre de clarifier, tiens, ça c'est visuel, rassurer, ah, ça c'est peut-être un peu plus kinesthésique, de s'ajuster, vous voyez, au contexte, à la personne, et peut-être en faisant un petit clin d'œil à l'analyse transactionnelle, à ne pas faire de méconnaissance, en prenant en compte qui je suis, qui est l'autre, la situation, on l'évoquait tout à l'heure, hein, et c'est en ayant
je dirais, en, en guideline, je dis en anglais, je ne sais pas comment dire en français, en accompagnement à l'intérieur de soi, en attention, voilà, tous ces outils qui, dans mon interaction avec l'autre, que je vais créer une communication chaleureuse et authentique. Et voilà. Et du coup, si on essaie de faire, si j'essaie de faire une synthèse, et puis voilà, on donnera une petite biographie et puis on pourra ouvrir quelques questions et réponses. Eh bien, d'un seul coup, les outils dont nous venons de parler, on peut les considérer au-delà de leur simple utilité, mais comme des indicateurs de congruence. En fait, je vais m'en servir comme des repères, comme des signes, là, et du coup, je vais, grâce à ces outils, pouvoir créer de la congruence. Comme un accès à l'inconscient, c'est certainement un des meilleurs accès à l'inconscient que je puisse avoir. Voilà. Comme un accès, dit encore un peu autrement, au cadre de référence de l'autre, ce qui est, c'est pas tout à fait que l'inconscient, hein, parce que le cadre de référence, c'est aussi quelque chose de conscient. Bien sûr, à la possibilité de calibrer, de synchroniser, de faciliter la communication avec autrui et d'aller vers une porte de l'intimité relationnelle, pris au sens bernien du terme, hein, voilà, en la structuration du temps. Et naturellement, c'est un chemin d'accès et une modalité même d'accès vers l'authenticité. Et pour finir, je dirais que c'est la clé d'une communication chaleureuse et efficace. Voilà, donc dans l'interaction entre les humains. Voilà. Donc du coup, ensuite, quelqu'un veut parler de la bibliographie? Je veux bien prendre le relais. Donc, vous retrouvez, on a parlé pas mal de Vasilevitch, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui. Donc une logique de communication, hein, tu en as parlé, en début. Et puis Oui. on a mis aussi, un autre auteur, qu'on peut retrouver, mais je crois qu'il écrit principalement en anglais, c'est, Mehrabian. Et Ali nous a bien soufflé les informations par rapport à Mehrabian, parce que, sauf erreur de ma part, c'est lui à l'origine qui a commencé à donner des pourcentages Yes. sur l'importance du non-verbal, du verbal, dont tu as parlé en début de webinaire. Et Ah, pardon Agnès, et du coup, dès 67, dès 60, voilà, c'est ça. Hein, avant Václavic, en réalité. voilà. Et puis, ça serait, enfin, si vous commencez à connaître Jean-Luc et puis que vous commencez à nous connaître aussi au niveau de l'école intégrative, ça serait pas possible de ne pas parler d'Éric Berne. Donc, on vous a mis 2 ouvrages d'Éric Berne. Donc, que dites-vous après avoir dit bonjour, et des jeux et des hommes, qui parlent aussi de communication non verbale. Et l'autre, c'est La dimension cachée d'Edward Thiol. Pas du Voilà. tout, moi, ça. Et juste pour venir caresser mon côté bernien, voilà, quand je disais que Marabian avait déjà parlé avant Václavic, mais qui pour moi, hein, est plus connu que Marabian, mais c'est mon cadre de référence, hein, j'en suis bien conscient. L'école de Palo Alto, c'est voilà, c'est quelque chose qui m'a bercé, on va dire. Mais Eric Berne, je le disais tout à l'heure, a vraisemblablement, alors ça, depuis que j'ai découvert ça, on va le trouver, ce bouquin, voilà, ou à moins que ce soit un article, Mm, mais 58, donc mm, bien Marabian, des éléments sur le non-verbal. Et c'est mm. dire que Berne était un précurseur, et j'ajoute un systémicien, mais on pourra y revenir à l'occasion. Voilà. Et du coup, je vais faire apparaître deux autres choses. Voilà, Ouais. tu peux continuer, Agnès. On a mis également deux liens YouTube qui reprennent des petits podcasts sur la communication non verbale, et puis des films de Charlie Chaplin, et bien sûr The Artist, en tout cas des films muets où Mhm. ben,
la communication non verbale nous donne assez d'éléments pour comprendre ce qui se passe dans le film, dans les films. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des questions, feedback, enfin voilà, puis après on vous parlera un peu de l'école, hein, comme Alors, enfin, je voulais en dire quelques mots parce que j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, en réponse aux questions qui étaient posées, je crois, de Sandrine ou de Nadine sur les conseils que tu peux donner. Et je crois que moi, ce que j'ai bien aimé, c'était le verbe explorer et expérimenter. Et du coup, ça me permet de faire un petit lien sur l'école qu'on est en train de développer. C'est que l'idée est pas de rendre les accompagnants PSI comme comment dire, des fervents théoriciens, mais plus que ce soit des personnes qui sont en capacité enfin, tu dis souvent comme ça, Jean-Luc, je crois, mais de s'utiliser. Voilà. oui, Et, oui. et du coup, enfin voilà, je me permets ce lien avec l'école, c'est-à-dire que l'objectif principal de l'étape 1, hein, qui est le cycle coach accompagnant PSI, c'est d'avant tout de pouvoir développer et d'intégrer soi-même les outils, de les engrammer à l'intérieur de soi pour pouvoir s'utiliser dans sa posture d'accompagnant. Voilà, je voulais juste faire ce lien. Bravo. Voilà. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des commentaires, des questions? Bah, en tout cas, tu as fait un commentaire et une question et je t'en remercie. Peut-être un petit témoignage. En fait, moi, je suis là parce que je suis chef d'entreprise, je suis manager, accompagné par Agnès depuis longtemps. J'ai rencontré Jean-Luc dans un autre cadre également. Et je pense que pour répondre à la question tout à l'heure, de se demander s'il y a un mode d'emploi, quelque chose à lire pour pouvoir lire l'autre, je pense qu'il est important d'amener justement aux gens que vous accompagnez déjà cette capacité à pouvoir se lire eux-mêmes. Je Ouais. me suis rendu compte lors d'un entretien avec un employé. Alors, moi, je travaille dans le spectacle, donc mes employés ne sont pas des permanents, sont des intermittents pour beaucoup. Euh, on était dans une confrontation d'idées tous les deux par rapport à une séquence qui ne s'était pas bien passée. Et j'étais tellement mal à l'aise pendant cet entretien que je me suis mis à rire. Donc, j'étais face à lui, on était chacun avec notre liste d'arguments. Et moi, j'étais mort de rire. Voilà, ça m'a permis, moi, de m'observer, de me dire, voilà, ok, je suis complètement pas du tout à l'aise dans cet entretien, il n'est pas mené comme je le voudrais. Ça m'a permis de mettre fin à l'entretien, de le reprendre plus tard dans d'autres conditions. Et ça, c'est vraiment tout le travail de l'accompagnement du dirigeant d'entreprise qui permet de se regarder soi d'abord, avant de commencer à étudier l'autre, déjà savoir s'observer soi pour se dire, est-ce que je suis OK ou pas OK? Et si je suis pas OK, qu'est-ce que je peux faire? Mhm. Mhm. Merci, Jimmy. Merci, Jimmy. Mm. D'autres feedbacks ou remarques, Annie? Oui, je te remercie, Jimmy, parce que ce que tu viens de dire me paraît très, très important. Comment je peux regarder l'autre? Quand tu as reparlé de... Moi, je suis maître Pratt, PNL aussi. Et quand j'ai regardé, on regarde en haut, on regarde en bas, tout ça, ça m'a fait un peu sourire et j'ai trouvé ça un peu old school. Oui. Parce qu'en fait, oui, mais si moi je me connais pas, si moi je suis pas dans ma fluidité en tant qu'accompagnant, en tant que coach ou en tant que thérapeute, si je suis pas dans une fluidité intérieure, dans un alignement, eh bien dans ma présence personnelle, alors je verrai rien ou Mm. alors je verrai des choses. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Tu vois, ça va être quelque chose qui va être pour moi. Oui, je vais regarder, j'ai vu qu'il a levé les yeux, voilà, mais qu'est-ce que ça va me dire si je ne suis pas dans ma présence? Mm. Moi, je trouve que le plus grand travail en tant que thérapeute ou en tant que coach, en tant qu'accompagnant ou en tant que dirigeant, manager, c'est d'abord d'être dans soi, dans sa présence identitaire pour pouvoir regarder l'autre. Après, effectivement, est-ce qu'il est plus visuel et du coup, je vais m'adapter dans le langage avec ça et le comprendre mieux, mais ça va être simplement pour faire un chemin vers lui.
C'est ça qui me paraît, moi, le plus important dans la communication, c'est être en capacité à faire un chemin vers l'autre pour que l'autre arrive à mieux se comprendre aussi. Et que la relation, c'est l'intersubjectivité des deux personnes. C'est ça qui me paraît important. Et Super, communiquer, c'est ça. super. Communiquer, c'est me comprendre pour te comprendre. Hmm, C'est ça génial. qui me paraît important. Si J'adore je Annie. n'ai pas ça, si je n'ai pas fait ce travail ou si je n'ai pas l'humilité de vouloir faire ça, Hmm, alors je ne pourrais pas y arriver simplement parce qu'il y a des outils. Moi aussi, j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein d'outils et c'est un peu comme si j'avais oublié tout ça pour Hmm. être moi, quoi. Bah, ça nous renvoie, tu sais, Annie, à ce que disait une certaine Laura Pearl. Je vais faire un clin d'œil à Martine, du coup, qui disait que le meilleur outil du thérapeute, c'est lui-même. Exact. C'est ça qui me paraît aussi très important. Mm. Et tu vois, il y a aussi chez Jung, ce que moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup travaillé, c'est que effectivement il y a le cognitif, ce que les mots vont me dire, ce que l'autre va exprimer avec des mots dans son langage. Mais il y a aussi moi, qu'est-ce que du coup, quand il me dit ces mots, qu'est-ce que moi je ressens dans mon hmm. cœur Ah oui. Mm. et Ah qu'est-ce oui. que je ressens dans mon ventre et qu'est-ce que finalement tout ça dans mon intuition, qu'est-ce qui me vient? Et c'est cet alignement des quatre cerveaux finalement qui fait que finalement je vais pouvoir être un coach compétent ou un thérapeute compétent ou un manager compétent simplement parce que j'aurais eu envie d'être proche de l'autre et être en contact. Et c'est ça aussi que moi j'aime beaucoup dans la Gestalt thérapie, c'est, il me semble, la thérapie du contact. Hmm. Et ça, c'est chouette. Merci. Merci, Annie. Merci de ton témoignage, Annie. Très- Merci. Pour, pour, euh, pour abonder dans ce qui vient d'être nommé, pour moi, le paraverbal se construit très tôt, hein. C'est du coup ce qui se passe entre la mère et le bébé, dans le rythme, dans les échos, donc dans comment la personne va contracter ses muscles, va vouloir les détendre. Et donc c'est tout ça aussi qu'un professionnel va peut-être avoir besoin d'aller rencontrer, refaire émerger pour rencontrer l'autre dans une posture saine et voilà, thérapeutique. Donc, un petit clin d'œil à notre cycle corps et émotions et des mouvements fondamentaux. Voilà. Et pour aussi illustrer la synchronisation et le calibrage, moi, j'ai suivi beaucoup d'ateliers comme cela. J'en ai aussi fait stimuler aux étudiants. Et c'est vraiment un moment où la personne bascule, elle prend conscience qu'elle a à faire autrement et que c'est vraiment quelque chose qui se fait de seconde en seconde, de respiration en respiration, même si quelqu'un veut rentrer comme un bulldozer dans cette expérimentation. La deuxième fois, elle ne sera pas un bulldozer parce qu'elle aura senti qu'elle aura à s'utiliser d'une manière différente. Et c'est là toute la posture clinique d'un bon coach ou d'un bon thérapeute et que ça se fait en faisant, en expérimentant, voilà, en faisant des ateliers et en osant et en faisant des feedbacks et en le réutilisant en supervision. Et voilà, c'est vraiment le cœur du métier pour moi. En finesse. Ouais. Et que c'est un apprentissage, voilà, c'est un réel apprentissage. D'autres choses? Alors, je vois l'heure Oui. qui tourne. Peut-être. Ben, on peut peut-être aller à la dimension de la présentation un petit peu des... Alors, attends, hop, ici, voilà. Damien, c'est à toi du coup? Oui, c'est bon. Pas forcément facile comme transition.
Ce que je vous propose, c'est de garder dans un coin de votre tête vraiment ce qui vient d'être dit, parce qu'on est vraiment là dans l'essence du projet intégrative et en tout état de cause de la méthode PSI qu'on a vocation à transmettre. Intégrative, c'est un projet de transmission avant tout, une œuvre qui est celle de Martine et Jean-Luc Pignol, dont on connaît maintenant l'étendue des compétences. Pour ce faire, on a prévu un parcours de formation qui est en plusieurs étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle nous coach accompagnant PSI. C'est un premier niveau de pratique de la psychologie systémique et intégrative qu'on a créé pour une année. Cette première année commencera d'ailleurs en 2025 à Besançon, Mulhouse et à Bordeaux. Ce qu'on vous propose ensuite, c'est la possibilité de se spécialiser soit sur un métier de psychopraticien, donc orienté plutôt vers la pratique thérapeutique, ou alors un métier de clinicien des organisations, qui est un expert notamment de la conduite du changement, mais qui a en tout cas capacité à accompagner les personnes et les groupes en entreprise vers le changement. Enfin, on vous propose de rejoindre ces deux mondes pour devenir ce qu'on appelle intervenant PSI. Un intervenant de PSI, c'est quelqu'un qui sait intervenir du plus intime et du plus profond au plus complexe des systèmes. Et c'est à ce moment-là qu'on va regrouper nos deux filières. La dernière étape est didacticien PSI. Un didacticien PSI, c'est quelqu'un qui a intégré l'intégralité du cursus et qui a aussi capacité à la transmettre. Voilà en quelques mots comment on a construit notre parcours de formation. Si tu veux bien passer à la diapo suivante, Jean-Luc, s'il te plaît. Donc, l'idée en fait de ce parcours de formation, c'est qu'il soit vraiment, que ce soit une expérience de transformation, parce qu'avant de travailler sur la théorie, on va travailler sur soi, et surtout quelque chose qui est pratico-pratique, ce qui veut dire que l'intégralité de l'enseignement peut également être accessible à la carte. On a aujourd'hui dans le public beaucoup de personnes qui sont déjà formées. Sachez que chacun des modules de ce qu'on propose au cours du cycle est accessible à la carte. Si, par exemple, un coach ou un praticien déjà formé souhaitait approfondir une notion, l'analyse transactionnelle, la systémie, la TOB ou que sais-je, ou la psychopatho, eh ben, ces modules sont accessibles à la carte. Pour faire un point là-dessus, le plus simple, c'est de nous contacter, soit par nos téléphones pour ceux que vous avez, ou sinon par l'adresse mail que vous voyez là sur l'écran. Voilà, c'est bon pour toi, Damien? Je dis c'est bon, non, c'est pas tout à fait bon. J'ai Ah, une petite annonce à faire au ah nom oui, du collectif. On a un public de fidèles là sur les derniers webinaires qu'on fait. Et bah, déjà, première chose, merci de votre fidélité, de votre intérêt et aussi de vos interactions au cours de ces présentations. On a décidé il y a un petit moment déjà, mais on a officialisé ça pas plus tard que cet après-midi, notre envie de continuer à organiser ces événements régulièrement sur des sujets qu'on choisira par la suite. Donc le programme complet n'est pas encore défini, mais je pense qu'on sera en mesure de vous le donner soit comme cadeau de Noël, soit comme étrenne de nouvelle année. En tout cas, si vous avez à votre niveau des préconisations, envie de nous faire des retours, des idées de sujets que vous souhaitez qu'on traite, etc., n'hésitez pas à nous en faire part. Et encore une fois, à nouveau, bah, merci pour votre présence et pour votre fidélité, mois après mois, sur ce format qui nous apporte beaucoup de plaisir.